Bonjour Esther. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Esther, tu es sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris, vice-présidente du nouveau groupe écologiste au Sénat. Si on t'a invité, c'est parce que tu vas déposer cette semaine une proposition de loi pour interdire les tests osseux pour déterminer si un exilé est mineur ou majeur. Ça marche comment un test osseux, Esther? D'abord, nous l'avons déposé ce matin. Okay. Parce que le 18, c'est la journée internationale des migrants. Et je pensais que ce test, étant toujours critiqué par les organismes, par les associations, par les ONG, est quand même tout à fait, va tout à fait à l'encontre d'une loi qui existe déjà. Et c'est anticonstitutionnel parce que les droits de l'enfant doivent primer. On fait ce test d'une manière un peu cavalière lorsque au tribunal on pense qu'un jeune migrant n'est pas mineur. On lui fait passer ce test, à savoir on radiographie sa main gauche et son poignet, et après on compare les images à un atlas qu'on appelle l'atlas Grelich et Peel. C'est un atlas qui a modélisé des squelettes dans les années 30-40 de jeunes Américains, d'adolescents caucasiens, et qui venaient de milieux aisés et qui avaient des troubles endocriniens. Donc, on mesurait leur squelette pour voir s'ils avaient grandi ou pas. Et donc, c'est un test qui ne correspond pas aux personnes subsahariennes qu'on radiographie. Ça n'a rien à voir. Et en plus, on fait passer ces tests qui ont une marge d'erreur importante. Entre 1 et 2 ans, on les fait passer à l'âge de 16 ans. C'est vraiment cette marge d'erreur de 2 années se répercute souvent parce qu'entre 16 et 18 ans, la différence est minime. On ne sait pas vraiment s'il est mineur ou majeur. Ce test est fait parce que on ne veut pas, dans les départements, se charger des mineurs qui coûtent de l'argent à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance, parce que si tu es mineur, tu es pris en charge par l'ASE, et les départements se plaignent toujours d'avoir à prendre en charge ces jeunes migrants. Alors, si tu n'es pas mineur, d'après la radiographie, on fait parfois une radiographie dentaire complémentaire. Le jeune est renvoyé dans la rue sans aide, ou sinon il a une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire français. Mais du coup, est-ce que c'est la seule manière, c'est le seul outil qu'a le juge pour déterminer si un jeune est mineur ou non? Il y a quand même d'autres moyens de déterminer si un jeune est mineur. Oui, par exemple, le récit, les papiers, etc. Ah oui, s'il a des papiers, souvent, au tribunal, on dit que ce sont des papiers falsifiés. Mais ces jeunes, en général, vu leur mode de transport d'arrivée jusqu'en France, ils ont perdu leurs papiers ou dans l'embarcation ou en traversant les frontières, ou sinon ils n'avaient pas de papiers parce qu'il y a des pays où les gens ne sont pas enregistrés à leur naissance. Et bon, là, on ajoute quelque chose, on fait une échographie des attributs sexuels de la jeune fille ou du jeune homme, ce qui est encore plus humiliant. Pour voir le développement. Bon, bien sûr qu'il y a d'autres modèles et d'autres façons de voir. Dans des pays comme l'Angleterre et l'Australie, on ne fait plus de tests osseux.
on utilise une méthode qui s'appelle holistique. À savoir, on discute avec la personne et on étudie sa vie passée, son itinéraire, son histoire, son appartenance communautaire, son éducation, etc., pour, à la fin, décider comment le prendre en charge ou la prendre en charge. Ici, le fait de vouloir savoir pourquoi la personne est mineure, c'est pour que ça ne coûte pas de l'argent au département. Et la méthode holistique est beaucoup plus coûteuse déjà parce qu'on fait intervenir des psychologues, des sociologues, des éducateurs, etc. Et c'est une méthode plus rationnelle, plus humaine et moins humiliante et prenant en considération les droits de l'enfant. Alors, nous avons un article, c'est l'article 388 du Code civil qui dit que ces tests ont quand même des marges d'erreur assez importantes. Et voilà, ce texte, en gros, ne mise pas totalement sur les tests pour fixer l'âge de l'enfant. Et il dit, ce texte de loi dit aussi que si on n'arrive pas à déterminer, c'est au bénéfice de ce que la jeune personne a dit. Si elle a dit qu'elle est mineure, elle est mineure. Est-ce que tu penses qu'il faudrait une présomption à la base du fait que lorsqu'un jeune dit qu'il est mineur, est-ce qu'il faudrait présupposer qu'il l'est, en fait, avant de dire qu'il ne l'est pas? Moi, je suis d'accord avec le fait qu'il faut se dire il est mineur, mais peut-être il est majeur. N'est-ce pas? Parce que parfois, moi je me suis beaucoup occupée des migrants, des mineurs isolés, et récemment des jeunes qui étaient au boulevard Richard Lenoir. C'est vrai qu'il y a entre eux des jeunes qui ont 22 ans, 23 ans, 20 ans. Ça se voit en plus, on n'a pas à faire des tests. Ça se voit. Mais il se peut que ce soit des jeunes gens grands, costauds, etc., et qui soient mineurs. Mais vraiment, on peut régler ce problème autrement. Nous avons signé la Convention pour l'enfance. Nous sommes un pays civilisé, un pays qui doit respecter les jeunes parce que la radiographie se fait avec le consentement de la personne. Alors, un mineur isolé, ne connaissant pas le français, et étant en France depuis 3, 4 ou 6 mois, comment est-ce qu'il va consentir parce qu'il ne sait pas exactement ce qu'on lui fait subir? Et s'il n'accepte pas, on dit qu'il n'accepte pas parce qu'il est majeur. Alors justement, il y a eu une question prioritaire de constitutionnalité qui a été posée en 2019 avec un jeune Guinéen qui avait refusé dans un premier temps de faire ce test osseux, finalement qu'il a accepté, qui a été décrété majeur. Et donc il y a eu une question qui a été posée au Conseil constitutionnel. Oui. Tout à l'heure, tu as dit, oui, c'est anticonstitutionnel. Or, précisément, le Conseil constitutionnel a répondu à la QPC en disant les tests osseux sont constitutionnels. Et ma question, c'est pas les seuls à défendre le test osseux, enfin à dire que ça peut être un outil valide dans le cadre de la détermination si un jeune est majeur ou mineur. Oui, il a émis quand même l'article 388 du Code civil, quand même dit qu'il y a une marge de manœuvre. Que vu qu'il y a des erreurs. Donc, c'est quand même un article qui est très clair là-dessus. Le Conseil constitutionnel a donné un avis, mais en soi, c'est anticonstitutionnel. Nous sommes dans un pays où toutes les libertés et les droits doivent être respectés. Ils ne sont pas respectés, c'est vrai, mais dans ce cas-là, c'est quand même flagrant. Qu'est-ce que ça dit finalement de ce qu'est la France, en fait, dans le fait qu'on accepte ce genre de pratique
sur notre territoire qu'on leur donne pour certains. Qu'est-ce que ça dit, en fait, que le Conseil constitutionnel décide que c'est valide? Qu'est-ce que ça dit que il y a déjà eu une PPL qui avait été déposée en 2015 sur le sujet et qui avait été rejetée. Un amendement. Un amendement, exactement, pardon. Un amendement. À l'Assemblée. Voilà. Et c'était pas arrivé jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça dit, en fait, de la France? Pourquoi est-ce qu'on accepte ce type de pratiques qui paraissent quand même assez moyenâgeuses? Des organismes comme la CNCDH, le défenseur des droits, etc., ont rejeté ces tests. Nous ne sommes pas là dans un pays où tout le monde accepte cela, les associations, les ONG, même l'Assemblée, puisqu'il y a eu cet amendement qui a été rudement discuté. Nous avons un problème avec l'accueil des migrants. Ces tests osseux sont une sorte d'illustration de ce mauvais accueil. D'accord ? On accueille comme ça les majeurs aussi. Ils sont dans les rues, ils dorment dans les rues, sous des tentes. Et récemment, on a vu le 23 novembre à la République avec quelle violence ces personnes migrantes qui demeuraient dans la rue à Saint-Denis, avec l'aide des associations, ont installé symboliquement leur tente à la République. On a vu les violences que ces migrants ont reçues. Moi, j'étais là, on prenait les tentes avec les personnes dedans. C'était... Enfin, moi, j'avais honte, j'étais impressionnée parce que tu étais à côté d'une tente, on la prenait avec la personne dedans. Alors, la Constitution, peut-être, le Conseil constitutionnel n'a pas rejeté les tests osseux, mais la Constitution demande quand même de respecter la dignité des êtres humains. Les migrants, c'est pas parce qu'ils sont étrangers qu'ils n'ont pas droit au respect de la dignité. Pour ces jeunes, c'est la même chose. D'abord, en plus, ces examens, ces tests osseux, c'est quand même des radiations, et pas pour des raisons médicales. Quelqu'un fait une radio parce qu'il a mal ici ou là. Ces jeunes-là, ils n'ont mal nulle part, ils sont là, on leur dit, voilà, vous allez faire ces examens radiologiques. Et la Constitution insiste, n'est-ce pas, sur le droit de l'enfant. C'est de ça que je parle. Accepte peut-être les tests osseux, mais on a aussi un article du Code civil qui n'est pas totalement acceptant, et on a aussi le respect de la dignité de l'enfant. Alors voilà, là on commet des actes anticonstitutionnels puisque la dignité de ces mineurs est quand même bafouée. Ta proposition de loi, on va se dire les choses franchement, elle a très peu de chances d'aboutir, mais est-ce que, parce qu'il y a les majorités qu'on connaît au Sénat et à l'Assemblée nationale, est-ce que la gauche, au moins la gauche, est unie sur ce sujet? Je ne crois pas que la gauche soit désunie sur ce sujet, parce que quand même, il y a peu de gens qui sont pour les tests osseux. Mais en même temps, il peut y avoir des présidents de conseil, etc., qui rejettent pour des raisons financières et qui soient socialistes. Je n'en sais rien. Mais je pense que c'est ça, parce que ça n'a pas été fait, ça n'a pas été changé, ça n'a pas été interdit quand François Hollande était président de la République, par exemple. Donc tu penses que c'est à cause de ce type de considération pécuniaire des présidents des conseils généraux, départementaux, qu'ils n'ont pas avancé sur le sujet? Il fait quoi le Parti socialiste? Pourquoi il ne l'a pas interdit? Oh non, je ne crois pas que c'est cela, mais Hollande, sur les questions d'immigration, quand même, il n'était pas un grand libéral au sens américain du terme. Et on a eu quand même, nous avons voté ici, je me souviens, c'était mon premier texte, le premier texte dont j'étais l'oratrice, sur le vote des étrangers. Une fois qu'il est arrivé au pouvoir, on l'a voté ici. Et une fois qu'il est arrivé
On était de gauche à l'époque ici. Mais une fois qu'il est arrivé au pouvoir, on a oublié ce texte, il n'est plus passé à l'Assemblée. Et puis on a fait quand même des échéances de nationalité, c'était pas mal non plus. Hein. Donc la gauche n'a pas été championne de l'accueil des migrants. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, la France a un problème avec la façon dont elle accueille ces migrants, ces exilés. Là, on est en pleine crise du Covid. Qu'est-ce qui se passe pour ceux d'entre nous qui n'ont pas de papier en règle? Dans certains pays, il y a par exemple au Portugal, ils ont procédé à des régularisations massives pour leur permettre de bénéficier, pour mieux les protéger en fait. Pourquoi nous, on l'a pas fait? Parce que bientôt c'est les élections, la droite et l'extrême droite misent sur disons, ce principe anti-migratoire et le gouvernement actuel a bifurqué dans ce sens pour gagner les électeurs de droite et d'extrême droite qui sont contre l'immigration. Je vais te dire, peut-être que les gens parfois ont des accès, disons, de colère lorsqu'ils voient au bas de leur immeuble des migrants qui dorment et des mineurs migrants qui dorment. Ils voient les maraudes. Et bon, on peut comprendre, c'est humain, d'accord? Et sauf que on cultive ce rejet, on le cultive. Si on avait bien accueilli, que les gens étaient dans des centres d'hébergement, la population ne trouverait pas les migrants au pied de l'immeuble. Le rejet ne serait pas du tout du même acabit. À cela, il faut ajouter aussi que moi, j'ai été oratrice du budget Asile, Immigration, Intégration. On a augmenté le budget de renvoi des immigrés dans leur pays, le budget qui concerne la répression de l'immigration, au lieu d'augmenter ou le budget des centres de rétention administrative, on les met. D'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse. Nous étions il y a 15 jours, nous sommes allés visiter le CRA de Plaisir. Quel nom, Plaisir, pour un centre de rétention administrative. C'est une idée folle pour l'historienne que je suis. Ils ont rassemblé dans ce centre que des malades de la Covid. C'est curieux. En plus, dans un commissariat. Ceux qui s'occupent des migrants, là, des retenus, ils servent aussi, la population qui vient au commissariat pour diverses raisons, etc. C'est dément de penser qu'on concentre les malades ensemble en les faisant venir d'autres centres de rétention. On augmente l'argent de ce genre d'outils de répression de l'immigration, mais on ne va pas augmenter considérablement le budget des centres d'hébergement, etc. C'est vrai que dans le budget de cette année, il y a une création de places dans les centres d'hébergement, ce qui est une bonne nouvelle, mais en même temps, chaque année, on augmente le budget de la répression de l'immigration. Et je trouve qu'il y a un vrai problème. Nous voulons dissuader les gens de venir en France. Moi-même, je suis immigrée. Personne ne peut dissuader quelqu'un qui veut immigrer. Vous pouvez mettre la police partout, peuvent dormir dans la rue, ne pas avoir d'argent. Bon, moi, j'étais une immigrée de luxe plutôt, puisque je suis venue avec des diplômes, etc., comme étudiante en France. Mais vous voyez, c'est une mauvaise politique. Je comprends qu'on veuille rationaliser l'immigration. Je comprends. Il n'y a pas de problème. C'est vrai que le nombre de
de mineurs migrants a augmenté considérablement ces dernières années. Mais est-ce que c'est une solution de poursuivre ces gens puisqu'ils reviennent? Comment on ne peut pas faire cet acte que l'Allemagne a fait en prenant en considération son histoire du nazisme et de la persécution, et l'Allemagne a reçu plus d'1 million de réfugiés. Alors on peut faire un acte comme au Portugal, il faut régler ce problème. Moi j'ai vu dans les centres de rétention des gens qu'on attrape dans la rue, qui sont là depuis 8-9 ans, sont mariés avec, ils ont une femme, ils ont des enfants, ils ont un travail au noir. Et, bon, écoutez, ils vont en centre de rétention, ils peuvent rester jusqu'à 90 jours. Alors, ça sert à quoi? Et les différents pays maghrébins, par exemple, ne donnent pas de visa, donc ces gens restent des semaines en centre de rétention, puis on les met à la rue, parce que leur pays n'a pas donné de visa, ils ne peuvent pas rentrer. Donc il y a des vrais, des actes inconséquents, tandis qu'en améliorant l'accueil, bon, ça ne va pas servir d'appel d'air, peut-être au début, mais je dis de nouveau, on peut rationaliser l'immigration et... sans être inhumain. Sans être inhumain. Et faire un accueil correct. La France est pleine de grandes personnalités qui sont issues de l'immigration, des grands savants, des grands musiciens, et c'est un enrichissement. Mais il faut trouver un travail, il ne faut pas les faire attendre. Il n'y a pas que les grands personnages non plus qui enrichissent la France. Non, mais je dis déjà comme exemple, et puis toute cette population laborieuse aussi, qui est-ce qui a élevé nos enfants, qui est-ce qui a travaillé dans les usines, qui est-ce qui a bâti nos ponts, nos chaussées, c'était ces migrants venus dans les années 70 du Maghreb. Ils ont enrichi la France, c'était les 30 Glorieuses, ils ont travaillé dans l'automobile, etc. J'ai donné l'exemple des grandes personnalités, mais aussi ces classes laborieuses ont enrichi la France. J'ai une dernière question, Esther. En ce moment, c'est un peu la course à l'échalote au gouvernement pour essayer de casser notre contrat social sur les questions de laïcité. Par exemple, Marlène Schiappa a annoncé la fin de l'Observatoire de la laïcité. Il y a la question de la loi, du projet de loi séparatisme. Il y a sur les questions de sécurité aussi, avec le projet de loi pour une sécurité globale. Ils essaient aussi de s'en prendre, bien sûr, à la sécurité sociale, à l'assurance chômage. Comment tu analyses tout ça, et surtout, comment est-ce qu'on y fait face? Est-ce que pour toi, 2022, par exemple, c'est une bonne manière d'organiser une alternative à ce rouleau compresseur néolibéral? J'aurais bien voulu qu'on organise une alternative, sauf que je suis déçue par ces querelles de la gauche qui sont infructueuses. Ce sont des querelles de chapelle. Et on n'arrivera pas à l'union. Moi, j'ai vu aux élections partielles, comment on s'est battu entre nous. C'était inutile. Et en plus, maintenant, il y a un glissement. Moi, je suis historienne. Pour moi, la laïcité, c'est la loi de 1905, mais la version d'Aristide Briand. Respect des cultes. Et ce n'est pas la version du petit père Combe, comme on l'appelle vulgairement, qui a gagné. Mais quand on écoute la télé, les débatteurs, les faux débatteurs, les vrais débatteurs, qu'est-ce qu'on entend? Comme si la laïcité, c'était la version laïciste du petit père Combe qui a gagné. Ce n'est pas vrai. La laïcité, ce n'est pas ce qu'on veut nous faire croire. La laïcité est une ouverture. La laïcité, c'était un combat contre une religion dominante. Et maintenant, les textes qu'on fait, c'est contre, disons, les musulmans sont en arrière-fond
C'est contre eux qu'on fait. Et je ne sais pas si la population fait la distinction entre musulmans et islamistes, islam et islamistes. Nous sommes tous dans le combat contre l'islamisme politique. Ça va de soi. Et nous ne sommes pas pour le terrorisme. Nous sommes pour la liberté des femmes. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais nous sommes devenus du jour au lendemain des islamo-gauchistes, un mot qui ne veut absolument rien dire. Tu es islamo... Ça veut dire quoi? Tu es islamiste et gauchiste? Il y a un paradoxe. Les deux ne vont pas ensemble. Mais aujourd'hui, il faut revenir à cette idée que défend d'ailleurs, à cette version que défend Jean Bobéro, avec qui j'ai travaillé à l'école pratique de hautes études. C'était le directeur de mon département. Cette laïcité ouverte. La laïcité n'est pas une religion. Mais là, on est en train de glisser vers le laïcisme pour montrer que nous combattons le terrorisme. Ce n'est pas avec la laïcité qu'on va combattre le terrorisme. Et deuxièmement, toutes ces lois liberticides qui arrivent en pleine pandémie, ça veut dire que les gens sont déprimés, les gens sont là, les gens sont inquiets. On nous fait passer les textes. Aujourd'hui, on aura cet après-midi, je suis l'oratrice, la prorogation de la loi SILT, qui est quand même très liberticide. On aura la sécurité globale. Beaucoup de gens sont dans les rues poursuivis par la police, en plus pour un oui, pour un non. On aura cette loi pour les valeurs et conforter les principes de la République. Moi, j'aurais plutôt pensé qu'il faut réfléchir sur ce qu'est la République, ce que la République ne partage pas, et comment faire partager les bienfaits de la République entre tout le monde, et pas seulement ceux qui sont... qui font partie de l'élite. On nous sort l'idée de la méritocratie. La méritocratie, ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour le jeune de banlieue. La méritocratie, c'est toujours pour les mêmes. Alors, quelles sont les valeurs de la République? C'est seulement la laïcité, mais tous nous sommes d'accord pour la laïcité. Peu de gens parmi nous diront « Ah non, moi je suis contre la laïcité ». Mais on est pour une laïcité ouverte et pas une laïcité devenue la nouvelle religion de la France pour cacher les problèmes. Et c'est un sujet, vraiment un alibi pour le moment, pour cacher les vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est le chômage, la retraite, la maladie, l'économie, etc. Merci beaucoup, Esther. Merci à toi.